Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Notre invité aujourd'hui est le maire MoDem d'Agen, Jean-Dionys du Séjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, en ce dimanche, voici donc le sommaire de cette émission. L'actualité de la semaine marquée par la mystérieuse série d'incendies contre les établissements pénitentiaires. L'École nationale d'Agen a ainsi été visée. Nous aborderons également les sujets majeurs de votre commune, Jean-Dionys du Séjour, notamment le train, le TER, la LGV. On parlera aussi sécurité. Enfin, maire, bilan et perspective. En poste depuis 2008, allez-vous vous représenter l'an prochain? L'opposition municipale, elle, est déjà en marche. La première partie de ce dimanche en politique, donc l'actualité de la semaine. Avant de parler de l'école de l'administration pénitentiaire d'Agen, un mot d'abord sur cette série d'incendies qui a touché quelques établissements pénitentiaires en France, dans le sud-est, en Île-de-France, à Agen aussi. Aujourd'hui, quasiment une semaine après, quel est votre avis de responsable politique sur cette affaire? Alors, en ce qui concerne ce qui s'est passé à l'ENAP, il y a clairement une dimension nationale. L'ENAP est visé en tant qu'établissement un petit peu symbole de l'administration pénitiaire. Moi, j'ai été sur tous les personnels, l'ENAP d'ailleurs. Voilà, c'est ça, tous les personnels. C'est un très gros centre. Il y a pratiquement 200 employés et il y a potentiellement jusqu'à 2000 élèves par an. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu un acteur majeur de la ville d'Agen. Mais là, c'est pas tellement la ville qui était visée, c'était l'administration pénitentiaire. On l'a su après avec, comme vous le disiez, la somme des incendies. Et puis, pour le coup, moi, je suis sur les lieux 10 minutes après l'incendie. Et il y a une personne qui était témoin. Et elle vient vers moi et elle me dit « Mais monsieur le maire, je vais vous raconter comment ça s'est passé. » Et donc, il y avait une voiture qui attendait. On va voir le rappel des faits. Mais allez-y. Voilà. Et deux personnes qui arrivent, jerrycan et qui arrosent, etc. Donc là, le côté volontaire, construit, est parfaitement établi, à la fois par le témoignage. Et ensuite, grâce aux caméras de la ville, on retrouve la voiture volée. Donc le caractère construit, et on a vu après, à l'intérieur d'une action nationale, est parfaitement établi. On va en parler juste après. Je vous propose juste de revoir le rappel des faits, pas pour vous, parce que vous les connaissez bien, Jean-Dionys du Séjour, de ce qui s'est passé donc devant l'École d'administration nationale de l'administration pénitentiaire d'Agen. C'était dans la soirée de dimanche à lundi. Le rappel des faits est signé Barbara Six et Marie-Pierre Cassignard. Un mur de flammes et une explosion entendue dans tout le quartier. Il est près de 23h hier soir lorsqu'un voisin filme plusieurs voitures incendiées juste sur le parking de l'École nationale de l'administration pénitentiaire d'Agen. Voici ce qu'il reste ce matin de 6 véhicules appartenant aux élèves de l'établissement. Ce père et son fils étaient aux premières loges de l'incendie cette nuit. On a entendu beaucoup de bruit. Au début, on pensait que c'était des bruits de feux d'artifice, comme des bruits de feux d'artifice avec les roues qui explosent. Du coup, j'ai ma sœur qui a décidé d'ouvrir ses volets et elle a vu qu'il y avait du feu et tout. On a commencé à paniquer. Par précaution, 250 étudiants sont évacués une partie de la nuit. Les premiers témoignages font état d'hommes encagoulés à bord d'un véhicule qui a aussitôt pris la fuite. L'incendie serait d'origine criminelle. Des individus sont arrivés sur le parking, ont crié des choses qu'ils ne peuvent pas déterminer ça n'a pas été suffisamment audible. Et à l'issue, les véhicules se sont enflammés et les individus sont partis. A-t-on voulu cibler l'administration pénitentiaire? S'agit-il d'individus en quête de vengeance? L'enquête est confiée à la police judiciaire du Lot-et-Garonne. Et elle continue cette enquête, Jean-Dionys du Séjour, pas plus d'informations en cette fin de semaine de la part des autorités. Alors, sur les nappes, le caractère national est confirmé. Savoir qui. Oui, le parquet national, la qualification de terrorisme, c'est-à-dire... Et le terrorisme, ça vise à une intimidation de la population, est aussi confirmé. Le parquet national est saisi. Et donc, là, il y a quelque chose de très distinct de ce qui s'est passé avant dans la ville d'Agen. Et là, il y a une dimension nationale. Et vous connaissez les 3 pistes qui sont instruites, à la fois ultra-gauche, ingérence étrangère, narcotrafiquants. Donc elles sont instruites, mais encore une fois, par le parquet national antiterroriste et au niveau national. Affaire à suivre dans les prochains jours et prochaines semaines. L'autre sujet d'actualité de la semaine sur la politique intérieure, c'est François Bayrou,
qui a tenu une conférence des finances publiques ce mardi. Pas d'annonce, globalement, pas de mesures, mais l'heure de vérité approche pour le Premier ministre et maire de Pau, que vous connaissez bien. La situation économique du pays est intenable, selon lui. Est-ce qu'il est à court de solutions, François Bayrou ? Non, François Bayrou, encore une fois, c'est à la fois un ami et pour moi un chef. Il est surtout en train de préparer le budget 2026. Et il dit la vérité, la situation... 40 milliards d'économies. Oui, c'est ça. Voilà. Vous dites le chiffre clé. Il est impératif, absolument impératif, autrement on le paiera très cher dès 2026 en termes de service de la dette, donc de frais financiers de l'État, de redresser la trajectoire financière de l'État. Alors, pour nous, c'est un changement de culture, hein, parce qu'après, personne ne veut porter l'effort. Mais c'est impératif. Et je voudrais qu'on comprenne bien quelque chose là-dessus. L'État est en grande difficulté. Et l'État, c'est notre bien commun. C'est lui qui porte les services publics auxquels on est le plus attaché. Je pense à l'éducation nationale, je pense à la justice, je pense à la défense. Donc, il y a une question qui est posée à chacune et à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on veut participer à cette, j'allais dire, à cette guérison de l'État ? Bon, pour moi, la réponse est oui, hein, il faut le faire. Selon une enquête de Ipsos, 67% des Français portent un jugement défavorable sur François Bayrou. Sa méthode, c'est une enquête qui est parue dans la Tribune du Dimanche le week-end dernier. Et ce qui est le plus intéressant selon cette enquête, c'est que le gouvernement, je cite, donne le sentiment de ne pas parler aux Français. Est-ce que les Français ne sont jamais contents, j'ai un indice du séjour ? Et est-ce que François Bayrou peut faire autrement avec une assemblée aussi fragmentée ? Voilà, vous avez dit l'essentiel. Je suis convaincu que François Bayrou est l'homme du moment. Vous avez une assemblée, vous venez de le dire, qui est fracturée en trois. Un tiers la gauche, un tiers le bloc central, un tiers RN et ciotiste. Si vous voulez qu'il se passe des choses et d'abord avoir un budget, il faut François Bayrou. Ça, il faut bien le comprendre. Michel Barnier a échoué dans une stratégie qui était une stratégie d'alliance de fait avec le RN. François Bayrou a réussi à passer un accord de non-censure avec le Parti socialiste. Est-ce que ça va durer ? Alors, ça c'est une question, mais il l'a fait. Il l'a fait, et il l'a fait habilement, avec Éric Lombard à la manœuvre, avec un certain nombre de gestes politiques forts. Je pense aux 4000 enseignants qui devaient être supprimés, donc François Bayrou je pense aussi au remboursement des médicaments. Donc il y a eu des gestes, et il y a eu un dialogue entre le gouvernement Bayrou et le Parti socialiste qui a abouti à cet accord de non-censure. Et c'est pour ça qu'on a un budget. D'abord, dire merci à Bayrou pour ça. Une dernière question sur François Bayrou. Est-ce qu'il sera entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betharam ? On ne va pas parler de l'affaire en elle-même, mais sur un plan politique, est-ce que ça peut l'éclabousser ? Il est maire de Pau, il a été président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à l'époque, ministre de l'Éducation aussi à l'époque, dans les années 90. Ça peut l'éclabousser, j'en sais rien. Je pense que ça se joue beaucoup plus sur ce que je venais vous dire, c'est-à-dire les accords. Est-ce qu'il sera encore capable d'être dans l'esprit du Front républicain, c'est-à-dire d'avoir un accord avec le Parti socialiste ? Ça, c'est le cœur de l'équation politique auquel il a à répondre. Après, je sais une chose, parce que François Bayrou, je vous l'ai dit, c'est mon chef politique et c'est un ami personnel. Je sais que cette affaire le touche. Et quand il dit une phrase, moi, qui m'a parlé, quand j'étais en responsabilité, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est vrai, quand il a été ministre, il a commandité une inspection. Et après, il a surtout fait ce que devait faire tout homme politique, c'est-à-dire ne pas s'en occuper. Qui aurait toléré une intervention politique de François Bayrou ? Séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs. Donc, dans cette affaire, et j'ai une pensée personnelle pour lui, parce que je sais que cette affaire lui fait mal personnellement, et je veux lui apporter mon soutien. La deuxième partie de ce dimanche en politique avec vous, Jean-Dionis du Séjour, le maire d'Agen. On va évoquer quelques-uns des sujets majeurs de votre commune. D'abord le train. Un feuilleton, ce train. Avant d'évoquer la LGV, juste le TER et cette fameuse ligne Bordeaux-Agen qui agace, qui irrite, qui inquiète bien des usagers. Vous aussi peut-être, quand vous prenez ce train. Ça ne marche pas toujours très bien. Alors en ce moment, il y a des travaux qui ne sont pas à la responsabilité des TER, mais c'est une ligne qui, globalement, est déficiente, en fait. Ouais, alors je la prends.
Quand je suis conseiller régional et quand je vais à Bordeaux, j'ai une formule vélo, train, vélo. Et donc, je la prends. D'abord dire que le taux de ponctualité des trains sur cette ligne est de 90%. Bon, alors on peut discuter. Et oui, il y a des choses à améliorer. Et notamment, notre groupe a fait des propositions très précises là-dessus. Mais il ne faut pas tirer à boulet rouge sur un service qui est à 90% de ponctualité. Il est très utile. Il y a de plus en plus de demandes. Le vrai fait nouveau dans le train, c'est la hausse de la fréquentation. Et à partir de là, alors c'est plutôt positif, mais ça pose effectivement un problème à la direction régionale de la SNCF, que je salue, et aussi à Alain Rousset. Je me mets aussi à sa place. Oui, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Le président de la région. Et donc, oui, il faut plus de TER et il faut que ça fonctionne. Donc, c'est un défi majeur. Mais c'est d'abord ça, la hausse de la fréquentation. Les Français, ils font leur compte et ils reprennent le train et il va falloir... Et puis ne pas oublier le 90% de ponctualité, parce qu'autrement c'est un peu injuste cette affaire. Autre sujet majeur pour le train, la LGV, la ligne à grande vitesse, Bordeaux-Toulouse, vous la défendez, vous dites que c'est un enjeu majeur pour la survie du territoire, notamment le vôtre, autour d'Agen et du Lot-et-Garonne. Ah oui, nous, très clairement, l'arrivée de la LGV, d'abord, en Lot-et-Garonne, nous sommes favorables. Il y a eu des sondages qui ont été faits et maintenant l'opinion publique, elle a compris. Elle a compris que non seulement il y avait un intérêt éco-citoyen, donc dans la transition énergétique, mais qu'après, au niveau du territoire, c'était un atout majeur. Vous avez... il y a du monde qui est contre quand même la LGV, non? Oui, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup d'opposants. De moins en moins. Ils ont été déboutés par le tribunal le week-end dernier lors des référés, mais il y a quand même une opposition. De moins en moins, et j'allais dire, pas autant chez nous que vous pouvez en avoir à Bordeaux. Parce que les gens, ils ont compris à la fois l'enjeu écologique, transition écologique, et l'enjeu pour le territoire. Et pour nous, cette affaire de gare LGV, c'est clairement le chantier de la décennie qui arrive. On n'a pas le droit de le rater. Ça ancrera l'agglomération d'Agen comme l'agglomération, si vous voulez, capitale de la Moyenne-Garonne, entre la Gironde et la Haute-Garonne. C'est vraiment, pour nous, un enjeu déterminant. Et on va le réussir. Autre sujet important à Agen, il n'y a pas qu'Agen qui est concerné, mais Agen aussi par ce sujet de la sécurité. Il y a eu une séance agitée lundi en conseil municipal, une altercation avec l'un de vos opposants, à savoir Laurent Bruno, l'opposant de l'élu local de gauche en fait, qui s'oppose à vous. Globalement, il dit qu'en termes de sécurité, pour résumer, vous ne faites rien à Agen. Oui, alors, moi si vous voulez, j'ai fait... D'abord, il est candidat à la mairie d'Agen, ça se respecte, c'est une personne qui est respectable, et nous le respecterons. Mais moi, j'ai posé 3 critiques. La première, c'est que c'était un opposant discret, voire absent. Donc, il a du retard dans la connaissance des dossiers, et il faut qu'il se mette au travail. La deuxième, c'est plus grave, c'est que sur la sécurité, il n'est pas crédible. C'est quelqu'un qui a régulièrement tiré contre la vidéosurveillance. Donc là, on a les textes, on a ces citations, c'était pas efficace, etc. Et maintenant, il vient nous donner des leçons sur la vidéosurveillance. Donc, j'aurais apprécié qu'il ait une phrase qui était de dire « je me suis trompé ». Ça aurait été intéressant. Et puis la troisième, c'est qu'il est opportuniste. Ça, il faut bien l'entendre. C'est bien d'être sur le dossier de sécurité, il faut l'être, mais il faut aussi avoir des convictions en matière d'écologie, en matière d'économie de finances publiques. Et pour le moment, il en fait bon marché. On va en parler dans la troisième partie, quand on parlera de la campagne municipale 2026. En termes de sécurité, avant la vague d'incendies dimanche soir, il y en avait déjà eu des précédents dans votre commune. Ouais. Ces incendies qui sont devenus un sujet politique, vous avez commencé à en parler. Moi, je vous propose de revoir ce reportage d'Ingrid Gallou et de José Souza sur place. C'est un spectacle dont les riverains se seraient bien passés. Dans cette artère principale du passage d'Agen, 2 voitures ont à nouveau été incendiées. 24 heures après, les carcasses ont été enlevées, laissant le bitume carbonisé et cette habitation sérieusement endommagée. Ils ont mis le feu, ça a brûlé, quoi. C'est quand même inadmissible. Parce que je plains les gens, leur voiture, s'ils ont besoin d'aller travailler, quoi que ce soit. Et comment ils font maintenant? C'est lamentable. Car depuis quelques semaines, la ville d'Agen et ses environs connaissent une série noire. Dans la nuit du 8 au 9 mars, 11 véhicules s'embrasent en plein centre-ville et au passage d'Agen. Le week-end suivant, un autre incendie d'origine criminelle endommage 3 voitures. Depuis, les victimes
comme la propriétaire de ce véhicule et cet homme que nous avions interrogé, se sont vus proposer des vélos électriques par la mairie. Mais à 1 an des élections municipales, l'affaire prend un tour politique. L'avocat Laurent Bruno, candidat déclaré de la gauche pour 2026, s'empare du sujet. Il y a un problème de sécurité sur Agen, c'est sûr. C'est pas seulement un sentiment maintenant, il y a un problème de sécurité. J'ai considéré qu'on pouvait peut-être, sur un temps court, rallumer l'éclairage, à la fois pour permettre aux gens d'être rassurés, parce que les gens ils font un lien entre le noir et l'insécurité, et surtout pour permettre à la police de faire son travail, parce que quand il fait nuit, les caméras elles ne filment pas. À Agen, la campagne des municipales est bel et bien lancée. La mairie a déjà rétabli l'éclairage public à certains endroits stratégiques et multiplié par 3 le nombre de patrouilles de police municipale. Mais les auteurs des faits, eux, courent toujours. Jean-Dionis de Séjour, que pouvez-vous faire de plus sans revenir sur la polémique avec votre adversaire politique, on a déjà parlé? Alors, dans ces faits qui sont des faits graves et qui, moi, me mettent en colère comme les Agenais, la première chose, c'est de dire la mairie doit faire sa part. Elle n'est pas en charge de l'enquête. Donc, il y a un procureur de la République qui est en charge de l'enquête. Il y a une police judiciaire qui est en charge de l'enquête. C'est la responsabilité de l'État aussi, la sécurité. C'est la responsabilité de l'État, vous avez raison. C'est une délégation partagée. Et qu'est-ce que c'est sa part? Premièrement, c'est de fournir des éléments qui serviront à l'élucidation. Ça s'appelle les images, parce qu'aujourd'hui, toutes les images de vidéosurveillance, elles sont municipales. Donc, mobiliser notre réseau de caméras pour fournir des éléments. Et je voudrais compléter un petit peu le reportage. Lorsque on dit que les responsables courent toujours, pas tous, puisqu'il y a une personne qui a été... Oui, ça s'était daté. Il a déjà date de quelques semaines, ce reportage. Il y a une personne qu'on a trouvée, qui a été condamnée. Et donc, et ça, c'est grâce aux images de la mairie. Donc, la première chose, c'est empêcher la récidive. Et la deuxième chose, c'est effectivement donc mobiliser les moyens. Et les moyens, ça a été dit là-dedans, c'est que nous avons redéployé la police municipale. On a sorti des équipes du jour pour les mettre dans la nuit. Nous avons fait appel à des sociétés privées pour sécuriser un certain nombre de points, des gymnases, et donc que ce soit par la mobilisation de notre réseau de vidéosurveillance ou par le redéploiement de la police municipale, la ville fait sa part. Et il faut maintenant que l'État fasse sa part. On va aborder la troisième et dernière partie de ce dimanche en politique pour parler de vous en tant que maire, bilan et perspective. C'est comme ça qu'on a intitulé cette partie. Vous êtes maire depuis 2008, 17 ans donc. Avez-vous aujourd'hui toujours la même foi en cette fonction ou ce métier? Ça dépend des avis. Alors, c'est un beau mandat, le mandat de maire. Moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai été cadre dans le privé, j'ai été député, je suis maire. Franchement, j'ai envie de le dire aussi à ceux qui nous écoutent, à des gens qui sont plus jeunes que moi. Attention à tout ce que vous entendez. C'est un beau mandat, le mandat de maire. Donc, c'est intéressant. Vous avez la relation de proximité. Vous avez aussi des grands projets. Donc, c'est un beau mandat. Et donc, par rapport à ça, le matin, quand je prends mon vélo et que je vais à la mairie, j'y vais content. Oui. Toujours content. Oui, toujours content. Ouais. Toujours non. Parce qu'on connaît le poids qu'il y a aujourd'hui sur les maires, la tension. Non, mais pas exactement. C'est difficile financièrement avec les restrictions de l'État sur les communes. Vous dites, et je comprends la fatigue de certains colères, aussi. etc. L'agressivité, je comprends. Mais dans ces sondages, il y a un chiffre qu'on cite peu, c'est quand on dit aux gens, mais quand même, la question que vous m'avez posée, est-ce que vous avez la foi? Content, pas content? Une majorité de maires disent, c'est un bon mandat. Il y a cette réalité-là. Donc, il faut porter les deux en même temps. Et globalement, sur l'intérêt, sur la foi, tel que vous avez choisi ce mot, oui, je l'ai. C'est un mandat que je fais avec passion et avec foi. Quel bilan vous défendez et vous allez défendre? Nous, on défend... En quelques mots, parce qu'on a encore des choses à vous montrer. Non, on défend un bilan, si vous voulez, de transformation profonde de la ville.
nous avons, je dis nous, parce que c'est quelque chose de collectif, je pense à l'équipe, nous avons profondément transformé la ville. On a construit 2 écoles, on a construit un pont, un stade. Vous voyez, donc cette ville, on lui a fait franchir un seuil au point de vue modernité et qualité de vie au quotidien. Alors ce n'est pas évidemment l'avis de vos opposants. On a reçu il y a quelques semaines Sébastien Delbos, qui est conseiller régional du Rassemblement national, probable aussi candidat ou tête de liste aux élections l'an prochain, Agenais pure souche. Je vous propose de l'écouter et vous réagissez après. Je ne peux pas me résoudre à voir l'insécurité qui est galopante sur Agen. Je ne peux pas me résoudre à voir les commerces fermés. Je ne peux pas me résoudre à voir la culture complètement annihilée sur Agen, le manque d'animation totale. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. La première chose, c'est ce que je dis effectivement à toutes les personnes que je rencontre dans le cadre d'une liste au municipal en 2026. De droite très élargie ? Oui. C'est d'avoir déjà de faire ce constat. Ce constat-là que je viens de faire, la municipalité est en place depuis 18 ans. Oui, c'est le 3e mandat de Jean-Dionis Séjour. Ça fera 18 ans. La municipalité en place ne le fait pas. Ce constat-là, pour elle, il n'y a pas de problème. Jean-Dionis Séjour, votre réaction ? Non, si vous voulez, là on a quelqu'un qui déroule un catéchisme national. Mais je l'ai bien écouté. Et encore une fois, lui aussi, il est candidat. Un candidat, ça se respecte et on le respectera. Alors, il n'a pas dit officiellement encore qu'il l'était. Mais bon, il travaille sur une liste de rassemblement à droite. Oui, il faut y réfléchir. Et à l'extrême droite. Ce qui me frappe, c'est qu'il commence à dire qu'il est un Agenais pure souche. Et après, il n'y a pas une idée qui soit agenaise. Ce qu'il vient de dire, là, insécurité galopante, culture annihilée, alors ça, le Rassemblement national qui dit ça, c'est quand même ubuesque. Mais ça, c'est un catéchisme national. Mais je l'attends sur une idée. Sur un plan économique, peut-être, sur un plan économique. Alors, comme beaucoup de villes d'envergure moyenne, il y a 33 000 habitants à Agen, il y a des commerces qui ouvrent, d'autres qui ferment. Oui, il y a un contexte économique qui est difficile aussi chez vous. Oui, ça c'est vrai. Et notamment, je pense d'abord à nos commerçants qui vivent une vraie transformation. Il suffit de regarder la part du commerce en ligne, elle est grandissante, la part du commerce donc de deuxième main aussi, et à partir de là, vous avez effectivement une mutation qui est douloureuse. Et je pense spécialement aux commerçants que je connais dans le prêt-à-porter. Mais de l'autre côté, il faut dire ce qui est positif dans ce centre-ville. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui veulent habiter au centre-ville, donc de désir de résidence au centre-ville, vous voyez. Il n'y a jamais eu autant d'acteurs de la santé, des dentistes, des opticiens. Donc vous êtes, et ça c'est passionnant, vous êtes dans une mutation qu'il faut accompagner et qui à mon avis est une mutation de notre époque. Et tous les discours catastrophistes n'ont aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on vit et comment on l'accompagne le mieux possible. Un programme de campagne pour 2026, vous serez candidat à votre réélection ? Alors, je ne sais pas encore. J'ai donné un calendrier qui renvoie à septembre. Vous parliez tout à l'heure de foi. Très clairement, c'est une décision qui se passe avec d'abord dans votre tête, dans votre cœur. Il faut avoir envie, il faut avoir la fraîcheur. J'ajoute que c'est quand même... Vous en doutez un petit peu, ça pèse un peu. C'est pas très clair forcément dans votre esprit encore. Il y a une réflexion. À septembre, il y a une réflexion, c'est clair. Il faut que votre épouse, nous on est quand même un clan familial, hein, il faut que quelque part vous ayez le soutien de votre clan, de votre famille. Et ça renvoie pour moi au mois de septembre. Pour l'instant, c'est quoi, du 50-50 vous qui aimez le rugby, c'est du 50-50 ou pas ? Allez, on va dire ça, ouais. 50-50 ? On va terminer justement cette émission, Jean-Dionis Séjour, par évoquer votre club de cœur, le SU Agen, qui se bat pour son maintien en Pro D2, qui a été balayé ce jeudi soir à Colomiers. Vous souffrez cette saison avec le SU Agen ? En tout cas, j'étais pas content hier soir. Et vous savez, moi, je réagis un peu comme un gosse agenais sur ce sujet-là. Autant pour le reste, j'essaye de mettre de la raison. Mais 59-10, ça fait mal. J'étais hier soir déçu, un peu humilié.
Et ça veut dire qu'on est encore en vie, mais on n'a pas assuré le maintien, ce qui serait pour nous une catastrophe. Très clairement une catastrophe. Sportive, économique, à tous les niveaux. Oui, et puis autre chose. En termes d'image. Oui, c'est ça, identitaire. Une partie de la fierté à Genèse, pas toute, mais elle passe par le rugby. Et ça, je vous le dis souvent à mon ami le président Fontenot. Tu es porteur d'une partie de la fierté à Genèse. Donc voilà, il nous reste 3 matchs. Angoulême, Dax, Angoulême, Mont-de-Marsan. Voilà. Et donc on va serrer les dents et serrer les fesses. C'est un club qui est champion de France 8 fois dans son histoire. Ouais. C'est un club historique du rugby français. Est-ce que sa place aujourd'hui est en Pro D2 ? C'est impossible, le miracle du top 14, le mirage du top 14. Ça demande beaucoup de moyens, il y a un peu plus de 10 millions de budget là. Alors ça, c'est, en tant que maire de la ville, vous suivez ça de près aussi, forcément. Aujourd'hui, tel qu'on est, on n'est pas invité en top 14. Il faut être très clair. Et donc, l'enjeu de tout le monde, y compris la ville, qui est un partenaire majeur du club, c'est de s'enraciner durablement en Pro D2. Et puis après, plus s'il y a affinité, mais il faut être un peu sobre et clair là-dessus. Aujourd'hui, on n'est pas invité, en top 14, il faut s'enraciner en Pro D2. Ça, c'est faisable. Par où passera le maintien en top 14 ? On parle politique et rugby, mais à Agen, c'est la même chose. Vous serez au stade, évidemment, pour les derniers matchs. Cette équipe-là, ce club-là, par son identité, ses racines, son histoire, va rester à ce niveau. Et est-ce qu'il est condamné à ne faire que ça tous les ans, en fait ? Finalement. Alors, ça, c'est la vraie question. Lorsque je vous dis il faut avoir une ambition qui est de s'enraciner durablement, on ne va pas, de manière durable, avoir les mêmes frayeurs chaque année de descente. Vous avez tout à fait raison. Il faut s'en donner les moyens. Et une fois qu'on aura assuré ce maintien, alors il faut qu'on réfléchisse avec le club sur un projet de moyen terme. Parce que le rugby, c'est une espèce de supplice chinois tous les vendredis soirs qui tombent sur la nuque de notre président du club et éventuellement sur quelques autres. Mais ça ne doit pas empêcher d'avoir un projet à moyen terme. On n'a pas le temps d'en parler. Mais vous avez encore quelques secondes, si vous voulez. Et ça veut dire, si vous voulez, que vous avez une approche globale à avoir avec votre outil de formation qui est l'association. Ça veut dire qu'il faut que le SUA soit le locomotive du comité départemental de Lot-et-Garonne de rugby. Ça veut dire que quand il y a un gamin qui traverse le terrain à 12-13 ans parce qu'il est doué à Mézin ou ailleurs, il faut qu'on le prenne en main pour l'amener à Agen. C'est un peu tout ça. Et, voyez, et tout ça, il faut, quand on aura assuré le maintien, avec le président du club, qu'on puisse en parler sereinement. Et vous en parlez avec passion du rugby, entre autres, et de votre ville d'Agen, Jean-Dionis Séjour, qui était l'invité aujourd'hui de ce dimanche en politique. Vous êtes le maire d'Agen et peut-être candidat à votre réélection. Réponse en septembre, la semaine prochaine. L'invité sera Philippe Poutou, le conseiller municipal d'opposition bordelais et ancien triple candidat à la présidentielle. Merci, bon dimanche. Merci à vous, merci à France Télévisions.